Bonjour à tous. Donc, seconde interview avec Guillaume aujourd'hui. Du coup, on se retrouve après l'élection de Macron. Guillaume, comment tu vas après justement avoir vu ces résultats-là? Mais comme je le réexpliquerai plus tard, ça va bien. Et toi? Bah oui, comme tu as pu voir, le moral dans les troupes n'est pas très bon. C'est Beaucoup, compréhensible. ouais, beaucoup sont gagnés par un désespoir. Même certains appellent à quitter le pays. Oui. Ce qu'il faut leur dire, c'est que déjà, enfin, des défaites, c'est pas la première. Et comme je le dis souvent, le combat politique est un combat long. Donc, il faut s'armer de patience et continuer à se battre comme nous, on l'a fait en tout cas avec les Patriotes pendant quasiment 2 ans. Donc, du coup, quel est ton regard sur l'élection présidentielle? En sachant que les médias ont joué un rôle très important et aussi ton regard sur la campagne du camp national que beaucoup ont critiqué. Alors, moi, le premier sentiment, même si ça peut paraître étonnant, c'est que ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire parce que on, concernant le résultat du second tour, si on prend en compte l'abstention, les non-inscrits et les votes blancs et nuls, ça fait plusieurs millions, ça fait plusieurs dizaines de millions de gens. Donc, ce qui fait que Macron, c'est 58%. C'est un chiffre qui est haut, peut-être même au-delà de ce que moi j'attendais, mais c'est pas un chiffre qui est énorme quand on sait toute la force médiatique et la force financière qui accompagne le personnage. Donc, en effet, le résultat est décevant parce que c'est Emmanuel Macron qui repart pour 5 ans. Mais, objectivement, comme j'ai dit, ça pourrait être pire. Concernant le résultat du second tour, il y a quelque chose d'intéressant à noter avec le vote pour Marine Le Pen, c'est que même si le vote Marine Le Pen, en tout cas le vote Le Pen, en tout cas non Le Pen, a été, on l'a vu il y a plusieurs années, était devenu un vote d'adhésion, ce qui n'était pas auparavant, il est certes redevenu, ou en tout cas devenu un vote de dépit, mais par contre, ça dérange de moins en moins de personnes. Je vais parler dans mon cas personnel, des gens qui, il y a 5 ans, lors du second tour, n'avaient voté blanc, parce qu'ils ne voulaient pas voter Macron, en même temps pas voter Le Pen. Ce sont des gens qui aujourd'hui ont voté Le Pen au premier tour, par exemple, pour faciliter son accession au second tour. Donc il y a une barrière idéologique qui se brise au fur et à mesure, et le résultat se fasse avec Marine Le Pen, sûrement pas, et peu importe. C'est l'idée qu'il y a une barrière idéologique autour d'un vote d'extrême droite, ou en tout cas un vote populiste, qui est brisé. Et donc ça annonce du bon pour la suite. Ensuite, on a vu pendant cette campagne que même au second tour, on a évidemment cherché à diaboliser. Ça, c'est classique du second tour, mais c'est pas quelque chose qui a été très présent au premier tour, parce qu'on a vu candidats comme Éric Zemmour, qui n'a pas été autant diabolisé que ça, qui est beaucoup passé à l'antenne, bon, à part quelques réactions d'excités sur les réseaux sociaux. Globalement, c'était tout à fait acceptable. Donc voilà, moi je dis, il y a du positif à tirer de ce résultat de second tour. Concernant le camp national, bah, enfin, bilan, c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on répète depuis toujours, mais il va être temps que le camp national se parle, parce que sinon, si le camp national reste tel qu'il est actuellement, on est parti pour une succession d'échecs sur des années. Parce C'est que, pourtant le cas, parce que Reconquête, malgré le score qu'ils ont fait, moi je les trouve encore très arrogants. En tout cas, quand je parle de l'arrogance de Reconquête, je parle toujours de l'état-major, car je sais que certains pro-Zemmour vont encore gueuler, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on parle de l'état-major. Même si, parce que le problème de Reconquête, c'est qu'ils trollent tout le monde. Et le problème de troller tout le monde et de faire passer tous les autres, on va dire, du camp national, de tous les autres patriotes pour des cons, quand tu demandes une union, ça se passe assez mal. Et oui, puis, voilà.
Le RN, le RN fait ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire un cavalier seul et ils feront tout pour faire barrage aux candidats de Reconquête. Et puis après, il reste l'union des souverainistes. Ah ouais, non, mais c'est pour ça que je dis, outre tous les problèmes qu'il y a, il faut que que le camp national se parle. Parce que sinon, parce que Macron, il est là, il est éphémère, tant mieux. Mais le problème, c'est que quand il pourra plus se présenter, on aura un autre candidat qui sortira du chapeau. On a le panda du Havre, Édouard Philippe, est en pole position pour ça. Et au final, peu importe le candidat, si c'est le candidat du système qui est poussé par le système, il gagnera. Et c'est c'est le sketch de Coluche quand il est devant la machine à canettes et qui fait tant que je gagne, je joue. Bah, c'est ça. C'est Après, il exactement faut faire ça. attention parce que Macron risque d'avoir les pleins pouvoirs. Est-ce qu'il ne pourrait pas changer justement la Constitution? Bah, Il n'en- quand on voit ce qui est devenu le Conseil constitutionnel, c'est clairement une éventualité à ne pas écarter de suite. Ça reste Surtout qu'aujourd'hui, il y avait l'investiture de Macron. Laurent Fabius était là. Et quand on voit le regard d'amitié et de soutien qu'avaient les deux hommes, ça inaugure pas de bonnes choses. Et surtout, il y a l'affaire, il y a une affaire qui sort en ce moment sur Édouard Philippe, sur le Havre, sur sa gestion du Havre, apparemment. Encore quelques problèmes financiers. D'ailleurs, en ce moment, tous les jours, un député de la majorité se fait choper quand c'est pas une qui achète des strings, de la lingerie, quand c'est pas l'autre qui donne un boulot à sa mère ou alors à sa femme. Mais c'est vrai qu'en Macronie, on aime bien les problèmes entre ceux que tu viens de citer, Darmanin, ministre à l'intérieur de qui de quoi, on ne le sait toujours pas, mais voilà, il y avait Richard Ferrand, bon, il y a Monsieur Griveaux, enfin, bon, c'est Après, une belle brochette oui, après il y a des de affaires qui gagnants. sortent, mais comme tu peux voir dans la presse en général ou dans les médias, personne n'en parle. Ça sort beaucoup par les réseaux sociaux et c'est d'un côté assez triste de voir que la presse ne se saisit pas de ces sujets. Et bon, heureusement que les réseaux sociaux sont là avec tous les défauts qu'ils peuvent avoir, parce que sans eux, on n'aurait pas beaucoup parlé de l'affaire McKinsey, parce que C'est vrai. c'est avant tout grâce aux réseaux sociaux qu'elle est sortie. L'affaire également Coralie Dubost, on n'en aurait pas parlé, parce qu'elle elle est d'abord sortie par les réseaux, parce qu'il y a eu un phénomène très important sur les réseaux. Donc voilà, au final. Au final, voilà. Concernant je finis sur le camp national, bilan de la présidentielle. Donc pour le RN, c'est bon. Concernant Zemmour, bah, j'espère que maintenant que les choses se sont faites, j'espère vraiment qu'il a compris que la bourgeoisie française, il ne fallait pas compter sur elle. Mais ça, on le dit depuis toujours. On sait que pour gagner, il faut aller chercher le vote ouvrier et les abstentionnistes. Personne ne le fait. Donc, il faut lâcher la bourgeoisie, la fameuse bourgeoisie patriote. Et je rajoute également concernant M. Zemmour, qui, selon moi, a fait une erreur et qui, selon moi, lui a fait perdre beaucoup de points sur la question ukrainienne. Parce que quand M. Zemmour dit qu'il faut accueillir des réfugiés ukrainiens, pourquoi, dans ce cas, on n'accueille pas des réfugiés qui viennent d'Afrique ou qui viennent du Maghreb? Bon, bah, si c'est juste une question de couleur de peau ou ça, bon, bah, très bien. Bah, ça, malheureusement, en France, ça paye pas. Ça paye pas électoralement parce que c'est pas la manière de penser du peuple français. Donc ça lui a coûté deux erreurs. Et au final, bah, le score est décevant. Même le score est honorable pour une première campagne. Il y a eu un gros travail des militants qui sont vraiment donnés, mais 7% par rapport à ce qui était donné au début. Au début, il était qualifié deuxième tour, 18%. Et Oui, c'est bah, vrai. Après, lui, il se plaint. il y a eu un phénomène d'engouement au début, je suis d'accord, mais tu perds pas autant de points comme ça, tu perds pas 11 points juste parce que le phénomène se tasse. Après, il y a eu un phénomène Zemmour parce que aussi il a été un des premiers à faire campagne,
qu'il a enchaîné les buzz, donc tout le monde s'est un petit peu mis derrière lui, émoustillé, ou en tout cas dans les intentions de vote. Après, quand le sérieux de la campagne est arrivé, il est vite redescendu. Et c'est vrai que là où tu as raison, c'est que vraiment sur l'affaire ukrainienne, non seulement sur les réfugiés, il a aussi quelque part baissé son froc, il faut le dire, avec ses tweets où il dit que le président ukrainien est un patriote. Euh, Alors qu'il a plutôt une vision gaulienne de la politique étrangère, il s'est trahi. Et généralement, en politique, se trahir, c'est pas très bon. Mélenchon, l'affaire ukrainienne ne lui a pas fait perdre de voix, même au contraire. Non, Parce que il s'en sort très bien sur la question ukrainienne. c'est vrai, parce que Mélenchon, quoi qu'on en pense, quand il parle défense, quand il parle problème géopolitique, il s'y connaît. Là, pour le coup, il est très sérieux. En politique étrangère, il s'y connaît. Ah oui, là, vraiment, Ça, pour le coup. aucun doute là-dessus. Et c'est de loin celui qui s'y connaît le plus. C'est fort possible, c'est fort possible. Et de... Il y a beaucoup d'interviews qui traînent sur YouTube de lui où il parle 2 heures de politique étrangère. Le bonhomme est sérieux sur ces questions-là, bon, malheureusement rattrapé par certains travers dont on pourra reparler plus tard. Mais sur les questions de défense, sur les questions de politique étrangère, on peut difficilement lui reprocher grand-chose. Et malheureusement, Zemmour, comme Marine Le Pen, et ça s'est vu pendant le débat du second tour, eh ben, ils ont baissé leur froc sur la question ukrainienne. Donc, je pense que Reconquête 7%, quand on voit les moyens humains, financiers, et plus, parce qu'on ne peut pas dire que Éric Zemmour ne soit pas passé dans les médias pendant cette campagne, il faut quand même arrêter de se foutre de nous. Oui. Et bien 7% c'est décevant, mais on peut continuer, on peut avancer. On espère que maintenant ça aboutira à quelque chose. Je pense que la fin de Reconquête arrive très bientôt. Je pense que les législatives. Ou alors un très gros changement dans. Marion, tout est Pareil. fait. D'ailleurs, Non, sur la plupart des affiches électorales, tu retrouves Éric Zemmour et Marion à côté. Tout est fait pour. D'ailleurs, beaucoup se sont déjà tirés juste après le second tour. Bon, il faut dire aussi que ceux qui sont partis étaient là pour la caisse et qu'ils ont compris que Reconquête c'était déjà fini. Enfin, en tout cas, qu'ils allaient reprendre une branlée aux législatives. Donc, ils sont partis voir s'il n'y avait pas moyen d'avoir un poste ailleurs. Donc, bon, c'est pas non plus des pertes énormes. Du coup, on a fait un premier bilan sur le camp national. Du coup, qu'est-ce que tu penses de l'Alliance et les filles PS, Europe Écologie Les Verts et des communistes, donc une grande alliance à gauche comme on n'avait pas vu depuis très longtemps. Peuvent-ils créer une véritable surprise? Et c'est bien, parce que comme ça, au moment de trahir, ils se sentiront moins seuls. Voilà. Bon. L'alliance de la gauche, c'est avant tout une alliance autour de Mélenchon, parce que la gauche, c'est lui. Je rappelle que au premier tour de l'élection présidentielle, le deuxième parti de gauche, c'est ELV, moins de 5%. Donc on ne peut pas dire qu'il y a énormément de force à gauche à part Jean-Luc Mélenchon. Bon, le Parti socialiste, bon, ils essayent de survivre parce que visiblement c'est la crise. C'est tellement la crise que M. Cazeneuve a préféré partir. C'est là d'ailleurs où on voit que, parce que dans un pays sain, dans une vie politique saine, on ne parlerait pas de Bernard Cazeneuve, parce que Bernard Cazeneuve, actuellement, il devrait plutôt longer les murs. Donc, C'est vrai. Donc, après, je pense que le fait que le PS et que ELV ait rejoint cette alliance ne changera rien d'un point de vue électoral, parce que les électeurs du PS et de ELV n'auront aucun problème à retourner ou à aller chez Macron. Aucun problème. Et on peut même, on peut d'ailleurs se demander si M. Jadot, au premier tour, n'a pas voté Emmanuel Macron. Tellement c'est flagrant et tellement lui n'y a jamais cru. Bon. La volonté, et ça c'est une analyse personnelle, je pense que la volonté de Mélenchon, c'est d'absorber les partis de gauche. Pourquoi? Parce que Mélenchon est objectivement sur la fin. C'est peut-être sa dernière campagne présidentielle. Sûrement sa dernière campagne présidentielle. Cet homme, il a beaucoup de défauts, mais c'est quelqu'un d'intelligent. En 2017, alors je vais reparler de sa campagne, après 2017,
On a eu le départ de Kuzmanovic, donc le départ avec lui des souverainistes, parce qu'il en avait beaucoup, une bonne partie, et la mise en retrait de M. Corbière et surtout de M. Ruffin, parce que M. Ruffin, on n'en entend plus trop parler. Au final, il ne restait que la ligne indigéniste incarnée par les Totally Spies, Autain, Obono, Coquerel. Mais j'ai trop d'estime pour Jean-Luc Mélenchon pour penser qu'il croit un seul instant à cette ligne. Et comme il sait que cette ligne n'a pas d'avenir et qu'il n'y a pas d'homme, de personnalité avec un fort caractère pour redresser ce parti et en faire quelque chose du niveau de 2017. Il faut voir ce que c'était le niveau de la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Une campagne largement au-dessus de tout ce qui a été fait en 2017 et en 2022. Je vous laisse aller voir le discours de Tourcoing, notamment. Le problème, c'est celui de ceux qui se gavent. Voilà, c'est des grands moments, mais des grands moments de Jean-Luc Mélenchon. Et là-dessus, on n'a aucun problème à dire que cette campagne était très bien. Donc, selon moi, il cherche à manger tous les partis de gauche pour que LFI ait le monopole de toute la gauche, pour préparer l'après-Mélenchon. Parce que c'est pas Obono qui va faire des scores aussi hauts, qu'on soit très clair. Obono ne fera jamais des scores aussi hauts. Et après, les autres partis suivent parce qu'ils n'ont pas le choix. Roussel, il a besoin d'un poste. Jadot, il n'y a plus de place chez Macron, donc il va bien falloir commencer à chercher ailleurs. Hidalgo, quand on voit qu'elle a fait 2% à Paris, peut-être qu'elle se dit que les prochaines municipales seront légèrement plus compliquées. Elle commence, Anne fait tes valises, on part de Paris pour reprendre Georges Marchais. Donc elle doit penser que les élections municipales, les prochaines élections municipales seront compliquées. Donc notre drame de Paris commence à faire ses valises, et c'est tant mieux. Au final, est-ce qu'il y aura une surprise aux législatives? Bien sûr que non. Cette alliance ne pèse pas plus que ce que pèse Mélenchon. Donc on sait à quoi s'attendre, donc il n'y aura pas de surprise. Mélenchon Premier ministre, mais ça c'est faux. Mais le problème c'est que tout le monde le sait. Certains ne veulent pas vraiment se l'avouer, mais tout le monde le sait que ça ne se fera jamais. Donc au final, une alliance à gauche, pas grand-chose à en attendre. Ça ne rebat pas les cartes pour les législatives. Du coup, pour les législatives, comment tu vois un petit peu ce qui peut se passer? Parce qu'on a vraiment, pour le coup, on va dire, 3 camps. Avec le camp avec Macron et une partie des LR qui vont le rejoindre. On a l'alliance à gauche et on a ensuite le camp national divisé en 3, le RN, Reconquête et l'alliance souverainiste. Donc avec Florent Philippot, Dupont-Aignan et Génération Frexit, qui vont lutter pour le coup, eux, vraiment seuls de leur côté. Comment tu vois l'issue des législatives? Est-ce que Macron va réussir son pari et avoir une majorité? Oh, ça ne fait presque aucun doute qu'il aura une majorité. Maintenant, la question, c'est de savoir comment elle sera constituée. Le pire, ce serait une majorité stricte, c'est-à-dire en marche, étiquette en marche. Parce que maintenant, dans ce cas, ça veut dire qu'on déballe comme on a pu le faire pendant 5 ans. Si c'est une majorité en coalition avec une partie des Républicains, ce qui est fort possible, puisqu'on a vu, comme tu l'as rappelé, Sarkozy qui commence à placer ses hommes. Ça peut compliquer les choses. Je ne dis parce que les Républicains, c'est dans le traîtrise, c'est dans la devise des Républicains. Mais ils peuvent compliquer les choses à l'Assemblée. Est-ce que ça se fera comme ça? On peut difficilement espérer mieux de toute façon. Parce que Emmanuel Macron aura une majorité, c'est à peu près sûr. Donc voilà, maintenant la question c'est de savoir si ces députés républicains s'aligneront sur En Marche, enfin sur Renaissance, excusez-moi. Eh oui. Sur Renaissance. Je persiste toujours à penser d'ailleurs que passer de En Marche à Renaissance, c'est qu'il y a eu un problème la première fois, c'est que ça s'est pas très bien passé. Bon. Donc ouais, voilà, Renaissance. Ou si les républicains seront plus, entre très gros guillemets, libres,
et essaieront de mettre des bâtons dans les roues à la majorité de temps en temps. Ça, personnellement, je n'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout, mais dans tous les cas, ce serait de toute façon mieux qu'une assemblée uniquement en marche. Bon. Ah, oui, mais je pense que dans tous les cas, il n'aura pas de mal à gouverner. Non, mais je ne pense pas non plus. C'est pour ça que j'ai dit que c'est le mieux qu'on pouvait en Oui. attendre, et c'est pas terrible. Non, parce que quand on voit ce qu'il y a en face, quand on voit ce qu'il y a en face et comment ça se prépare, j'ai pas l'impression qu'ils vont leur faire de l'ombre et qu'aux législatives, on risque d'être encore très déçus par les scores que notre camp va faire. Donc, ensuite, ça c'était pour la majorité. Le RN refuse l'alliance proposée par Reconquête. Comme c'est étonnant. Le RN, ça je l'ai dit la dernière fois, va traquer Reconquête, va casser tous les candidats de Reconquête. Et malheureusement, ils y arriveront parce qu'ils auront la dynamique des présidentielles. Et comme je l'ai encore une fois dit la dernière fois, c'est pas sûr que Reconquête ait un élu. Attention, c'est pas sûr. Même Éric Zemmour. Et si ça se passe comme ça, l'avenir est plutôt sombre pour Reconquête, sauf un gros changement, comme on a parlé de Marion Maréchal. D'ailleurs, tu remarqueras que les têtes de gondole sur Reconquête ne se présentent pas. Parce qu'ils ont tous peur de, justement, comme tu dis, se faire traquer par le RN et de prendre une claque. Ah, mais bien sûr. Mais Ce qui serait, pour l'image, pour leur image, catastrophique. Donc, ah, bien Éric sûr. Zemmour n'ira pas, Pelletier ne va même pas se représenter. Donc, franchement, c'est vrai. Enfin, Collard, pour l'instant, il n'est pas annoncé candidat. Pelletier non plus, Nicolas Bay non plus. Pour l'instant, ils envoient les jeunes, ils envoient les adhérents, mais ils n'envoient pas grand monde. Hein. Oui. Donc pour le RN, ça veut dire une chose, la cause, on s'en fout. Bien Voilà. sûr, Point final, point à la bien ligne. sûr. Il n'y a rien à attendre de spécial du RN. J'aimerais qu'on puisse discuter, qu'on puisse faire des choses. Ça ne se fera pas, ça ne se fera jamais. Bon, c'est comme ça maintenant, il va falloir faire avec. Concernant Reconquête, donc il y a eu une proposition d'alliance, donc j'ai dit avec Marine Le Pen, avec Nicolas Dupont-Aignan, avec Éric Ciotti. Ce qui veut dire que les candidats souverainistes durs, donc frexiteurs, on leur crache dessus, puisqu'on ne veut pas d'alliance avec eux. Et d'ailleurs, je note que Reconquête présentera des candidats face à Florian, et le RN aussi, hein, évidemment. Reconquête présentera des candidats face à Florian, et face à Charles-Henri Gallois. Enfin, dans le cadre de Charles-Henri Gallois, le candidat n'est pas encore annoncé. Je crois que ce sera une alliance avec une partie des Républicains. Mais il présente quand même quelqu'un face à Charles-Henri Gallois. Donc, ce qui veut dire qu'on ne veut pas des souverainistes. Et il n'y a que Dupont-Aignan, finalement, qui n'aura pas de candidat face à lui. Voilà. Mais tant Parce que mieux pour lui. aussi, Tant mieux pour lui. et ça, on le savait, il avait passé un accord depuis bien longtemps avec le RN pour n'avoir aucun candidat face Voilà. à lui. Donc, là, il y a, comme tu l'as rappelé, l'alliance entre DLF, les Patriotes et Génération Frexit, elle est ouverte. On a tendu la main à Reconquête. Et ils ont refusé. Ils ont refusé. J'ai des amis qui sont des militants chez Reconquête qui me disent pourquoi Florian ne fait pas une alliance avec Zemmour. Un, on ne nous a pas invités. Quand le communiqué de Reconquête, Florian Philippot n'était pas mentionné. Et deux, non, on est allé les voir. Parce que nous, une alliance, ça fait longtemps qu'on la propose. Ça fait longtemps, on l'a proposé avant la présidentielle. Et ils ont refusé. Alors, je vais le dire, je vais le dire méchamment, mais parce que ça commence vraiment à me saouler. Il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Vraiment. Vraiment, parce que nous, des alliances, ça fait des années qu'on propose une alliance. Elle s'est faite un peu tard. Bon, elle s'est faite. Et maintenant, on vient nous dire, mais pourquoi vous ne rejoignez pas notre alliance? Bon. Et puis, soyons sérieux, une alliance avec Éric Ciotti, ça, très peu pour moi, merci. Moi, je ne fais pas d'alliance avec quelqu'un qui, en 2008, a voté pour le traité de Lisbonne. Enfin, qui a voté pour le changement de constitution pour permettre la ratification du traité de Lisbonne, mais qui a voté donc pour le traité de Lisbonne. Ça fait plus d'un an que je vais aux manifestations, mais passer une journée avec Éric Ciotti, c'est au-delà de ce que je peux donner. Parce que Éric Ciotti, bon, bah c'est un européiste de droite.
Donc Germano Servile, il aime pas l'immigration, mais il va pas bouger le petit doigt contre les traités européens. Voilà. Donc, pour finir là-dessus, on crache encore malheureusement sur les souverainistes durs. Et bon, c'est fait, il y aura très vraisemblablement pas d'alliance pour les législatives. J'espère malgré tout ce qu'on peut reprocher aux uns aux autres, qu'une alliance finira par se faire. Et bon, on peut l'espérer, parce que Éric Zemmour, c'est quelqu'un d'intelligent, ça, on peut difficilement le nier. Il n'y aura pas d'union assez large, assez législative, et ça, il faut faire attention, parce qu'au bout d'un moment, ça va finir par coûter très cher au camp national. D'ailleurs, quel avenir tu vois pour le camp souverainiste pour les 5 ans à venir? Un avenir radieux, très honnêtement. Je veux dire, les souverainistes se parlent, il y a une alliance qui est certes imparfaite et qui n'est pas assez large, mais il y a une alliance. On a toujours nos électeurs qui sont fidèles, et alors là, je vais parler en toute modestie, mais on a les meilleurs militants de la vie politique. C'est des gens intelligents, cultivés, sincères dans leurs convictions, puisque de toute façon, actuellement, ça rapporte rien, donc ça veut dire qu'ils sont forcément sincères, et qui bossent. Il n'y a aucune raison pour que l'avenir du camp souverainiste soit mauvais. Première victoire, on a récupéré la rue. Le camp souverainiste a récupéré la rue. C'était pas gagné, mais on l'a fait. Bravo à Florian et aux militants, mais on l'a fait. C'est une première victoire. La seule chose qui nous manque pour l'instant, c'est l'argent. Bah tiens, on est en alliance aux législatives. Et c'est pas impossible qu'on ait les financements publics. C'est pas impossible. Et évidemment, donc, si on a l'argent public, on a du temps d'antenne. Donc, évidemment, si vous voulez évidemment que le chemin, il est encore long, mais au moins, on est sur le chemin. Et ça, par rapport à il y a quelques années, c'est bien. Je sais, parce qu'on l'a dit au début, qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets, qui sont déçus après ce second tour. Mais c'est, comme je l'ai dit encore une fois au tout début, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Ce qui va maintenant être important, c'est l'argent public, et deux, qu'il y ait une alliance, au moins une union qui s'étende à plus largement, on va dire, à ceux qui veulent au camp souverainiste, mais même, on va dire, pourquoi pas au camp national. Et ça, je pense très sincèrement qu'on y arrivera. Je vais parler des patriotes parce que c'est le parti dans lequel on est, mais il faut regarder, pour ceux qui sont là depuis longtemps, le chemin parcouru depuis 2017. 2017, personne ne nous connaissait. 2017, on n'était personne. Aujourd'hui, on est à plus de 35 000 adhérents. On a fait des manifestations avec plus de 100 000 personnes. Je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait, et ça présage du bon pour la suite. On a réussi à faire tout ça sans argent ni médias. Alors imaginez quand on aura l'argent et les médias. Ça, honnêtement, moi j'espère ne pas me tromper, mais je ne pense pas. Je pense qu'on peut vraiment être optimiste pour l'avenir du camp souverainiste. C'est vrai, et puis on peut le dire, la rue, on l'a repris et on ne va pas la rendre. Ah non. On ne peut rien dire pour l'instant. Enfin, en Ah tout mais cas, ça peut sembler bête, hein, de dire on a récupéré la rue, mais il y a encore 3-4 ans, le camp souverainiste ne pouvait pas organiser de manifestation dans la rue. Donc, du coup, on ne peut pas organiser de manifestation. c'est surtout qu'il y a encore pas si longtemps, quand tu parlais avec le camp national large, ils te disaient, ben non, si nous on va dans la rue, les gens ils vont nous balancer des fleurs, des tomates, enfin. Donc c'était des mecs qui créaient leur amour pour la France à longueur de journée, mais qui ne voulaient pas aller dans la rue. Et nous, c'est vrai qu'on a prouvé qu'on pouvait le faire. Il faut dire aussi qu'on est rodé, c'est-à-dire que tout est bien sécurisé, et que oui, certains groupes antifa sont venus au tout début, on les a accueillis, et ensuite ils ont compris que chez nous, ce n'était pas possible. Et je pense que quand on fait bien le travail comme on a pu le faire,
eh bien, ça pose aucun problème d'aller dans la rue et c'est important. C'est très important. Ça permet aussi aux gens de se voir, ça crée un lien social et ça crée une espérance. Et ça, c'est Bien sûr. extrêmement important. Et comme tu as dit, au final, on a commencé, parce que les manifestations, c'était pas dans la tradition du camp souverainiste ou même du camp national. C'est vrai. On s'y est mis, et je pense qu'on peut dire qu'on ne s'est pas trop mal débrouillé quand même. Je pense que quasiment 2 ans à tenir la rue, c'est très compliqué. Et on l'a fait. On l'a fait avec énormément de régularité, énormément de travail aussi. Oui. Et avec énormément de succès. Oui, parce qu'il faut bien que les gens comprennent que ça demande un temps et un sacrifice énorme. Ce n'est pas seulement se pointer et passer toute l'après-midi dehors. Absolument. C'est un vrai boulot. Mais comme je l'ai dit, on a des meilleurs militants de la vie politique. C'est vrai, il faut remercier tous les bénévoles parce que qui ont sacrifié pour certains leur travail, leur vie de famille, leur vie privée, leur temps pour être là, parce qu'il faut savoir qu'on est là dès le matin. Ça se prépare pendant toute la semaine. On est là le matin, on finit tard. Donc c'est vraiment une organisation énorme et énormément de travail. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à venir, hein, tous ceux qui veulent être bénévoles ou à venir. Il faut venir. Vraiment, il ne faut pas avoir peur. Nous, on n'a aucun policier, il n'y a aucun accident, il y a des familles, il y a des enfants, et tout se passe vraiment très bien. Absolument. Donc il faut continuer. Pour conclure, moi je me fais pas de soucis sur l'avenir du camp souverainiste. Ça ne veut pas dire qu'il faut relâcher les efforts. Non, il faut travailler surtout sur la bonne voie. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il faut former. On va dire le seul souci qu'on a, c'est ce manque de formation. Parce que comme tu dis, on a du bon matériel humain, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a vraiment des gens sincères et des gens qui ont une culture politique, mais il faut les former. Il faut les former beaucoup plus si on veut tenir dans le temps et surtout être capable d'aller parler aux gens qui ne s'intéressent plus ou qui ne croient plus en la politique. Oui, absolument. Et ça c'est pour moi. Moi, je suis convaincu qu'on le fera. Mais il va falloir se mettre en marche. Ah, mais bien sûr. Absolument. Ça, c'est clair, sans faire évidemment de jeu de mots avec. Non, parce que maintenant, c'est Renaissance. Donc... C'est vrai, mais bon, on ne sait jamais. Donc, c'est vrai qu'il faut. D'ailleurs, en parlant de Macron, qu'est-ce que tu penses de ce début de quinquennat? Déjà, sa première difficulté à trouver un Premier ministre. On voit que tout le monde refuse. Et surtout, dès le lendemain de son élection, Bruno Le Maire qui nous annonce un petit 49.3 pour la réforme des retraites. En gros, on va bien vous la mettre pendant 5 ans. Ah, c'est la question à 1 million du moment. C'est qui sera Premier ministre? Alors, son nom est revenu beaucoup. Et j'avoue que Christine Lagarde, Premier ministre, ça serait drôle. Attention. Parce que pour le coup, là, on ne se cache même plus d'être dans une république bananière. Voilà. On peut y aller, c'est open bar. Est-ce que Castex va rester? C'est possible. Alors, d'après ce qui est sorti dans la presse aujourd'hui, il est très en colère parce que lui, il a vraiment envie de partir, sauf que Macron lui a demandé de rester jusqu'aux législatives. Oui. Et ce qui est sorti, je crois que c'est dans le Canard enchaîné, il est tellement furieux qu'il y avait un repas et une date prévue pour qu'il parte, donc un repas avec tous les gens de son ministère, et il a finalement annulé le repas. Bon. En tout cas, c'est pas impossible que Castex reste, mais en tout cas, si on a aussi Castex part, on aura quelqu'un un même type, c'est-à-dire quelqu'un qui fait pas d'ombre au monarque. Parce que c'était quand même la cause du départ. Et une femme, hein, parce que d'après ce qu'on sait, c'est une femme parce que ça fait bien sur les affiches. Évidemment. Mais au final, bon, si on s'écarte un peu, qu'on prend du recul, qui sera Premier ministre, on s'en moque un peu, quoi. C'est vrai. Parce qu'au final, c'est Macron qui gère tout. Enfin, c'est Bruxelles qui gère tout et qui transmet à Macron. Et je dérive légèrement, ça me permet de parler de ce problème-là. C'est un des problèmes quand on perd sa souveraineté. Parce que choisir la longueur de sa laisse, c'est amusant 5 minutes, mais on ne résout pas le problème. Je m'as posé la question de la réforme des retraites. Et ça, c'est exigé par l'Union européenne. À partir de là,
On se fout de savoir qui est Premier ministre. Et non, vraiment, faut arrêter avec le on va désobéir. Hein. Le on va désobéir au traité, c'est comme on va aller chercher la bourgeoisie patriote. Hein, voilà. J'entends beaucoup ça du côté de chez Zemmour. On va désobéir au traité. Alors le bonapartisme, ça a plein de bons côtés, mais pas celui-là. Parce que tout le monde plie face à Ursula. C'est comme ça. Et on a reparlé d'ailleurs de désobéissance au traité dans le cadre de l'union à gauche, de l'alliance à gauche. On en a reparlé. Est-ce que c'est un Frexit sans le dire? Est-ce que vous finirez, si vous annoncez pas que c'est un Frexit clair, ils l'annonceront pas, mais vous finirez comme Tsipras. C'est tout. Et on peut pas dire que ce soit un avenir très glorieux. Donc, au final, concernant le quinquennat d'Emmanuel Macron, il commencera vraiment à partir des législatives. Actuellement, on n'a pas grand-chose à part se demander qui est Premier ministre. Alors, si vous voyez un chat, ce n'est rien. Hein. C'est un chat souverainiste, donc vous ne craignez absolument rien. Exactement. Mais non, le quinquennat commencera vraiment après les législatives. Et un conseil, accrochez-vous parce que ça va tanguer. Comme l'a très justement rappelé, alors c'est vraiment un intellectuel, je trouve, extrêmement intéressant à suivre de ce siècle, et ministre de l'économie à ses heures perdues, Bruno Le Maire, le plus dur est devant nous. Benjamin Griveaux valide. Mais voilà, donc il l'a dit. N'oublie pas que Bruno Le Maire devait mettre à genoux l'économie russe. Voilà. Et il y a 2-3 jours, il nous annonce une croissance de 0% et il nous a dit attention, préparez-vous, ça va faire extrêmement mal. Je fais plus confiance à Monsieur Darmanin ou à Monsieur Griveaux pour mettre à genoux quelque chose ou quelqu'un. Oui, Mais bon, apparemment, ils ont une il y a un certaine peu d'expérience. expérience dans ce domaine-là. Voilà. Mais on n'ira pas plus loin. Ce qu'il faut comprendre avec Emmanuel Macron, c'est qu'il gère sa politique intérieure en tant que chef de guerre. Je m'explique. Étape 1, il a divisé la société. Ça s'est fait pendant 5 ans. Diviser la société. Et je pense qu'on peut dire qu'il a réussi. Je pense Très qu'on peut bien. dire qu'il a réussi. Étape numéro 2, ça va être ce quinquennat, attaquer frontalement. Parce que quand vous êtes divisé, vous êtes plus faible. Et Emmanuel Macron, il a fait quoi pendant 5 ans? Il a divisé. Il a divisé les familles. Il a réussi à diviser les gens jusque dans les familles. Et maintenant, il va y aller en attaque frontale, et ça commence avec le 49.3 sur la réforme des retraites. Bon. D'ailleurs, on a vu des manifestations de gauche, on avait vu Mélenchon, on avait vu plusieurs syndicats qui pourtant avaient appelé à voter Emmanuel Macron dans la rue. Bon, c'est intéressant. Ce qui est sûr à propos de ce quinquennat, c'est qu'il sera marqué par une très grande brutalité, je pense, plus encore que le quinquennat qu'on a connu. Est-ce que tu penses, comme certains, que Macron ne pourra pas finir son quinquennat? C'est les rumeurs et les théories qui traînent depuis un certain temps. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Certains disent qu'il ne ferait que 2 ans parce qu'avec les prix qui flambent, avec une inflation record, il ne pourra pas tenir. Il faut faire attention avec ce genre de raisonnement. Je l'ai dit au début, il n'a pas gagné avec un très grand score. Il a gagné avec ce qui est suffisant pour gagner. Emmanuel Macron a maintenant, après 5 ans, une base électorale qui ne bougera pas. Ne bougera pas parce qu'elle vote en fonction de ses intérêts et elle se contrefout de la montée des prix, qu'on tabasse des gilets jaunes. Aucun problème avec ça. Du pass sanitaire. Bon. Pour qu'Emmanuel Macron ne finisse pas son mandat, il va falloir réussir à réunifier tout ce qui est en dessous du haut de la classe moyenne. C'est-à-dire les classes qui ne voteront pas Emmanuel Macron. Mais comme je l'ai dit, pendant 5 ans, il a divisé. Donc c'est pour ça que la tâche va être compliquée. Et puis surtout, dans la classe moyenne haute, ils vont eux aussi être frappés par la crise économique qui va arriver.
et qu'à un moment donné, ça sera à notre camp de savoir les récupérer à ce moment-là. Oui, mais bien sûr. Mais de toute façon, ça, il va falloir se préparer parce que l'électorat d'Emmanuel Macron, d'accord, il est stable, mais il n'est pas éternel. Parce qu'on a C'est vrai. beaucoup notamment de retraités. Ça s'est vu C'est dans là où les. on voit que le Ça s'est Covid vu. n'était pas si terrible que ça, parce que il reste encore un petit peu trop de voix. Ça s'est vu dans les chiffres qui sont sortis. C'est C'est vrai. que chez les actifs, ça a voté Marine Le Pen. Oui. Et chez les retraités, ça a voté Emmanuel Macron. Au premier et au deuxième tour. Et finalement, les jeunes se sont pas si mal tenus que ça, finalement. Ça va. Ça, c'était pas encore à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Mais non, mais ce qui est bien en tout cas, c'est que je parle pas pour une majorité, mais quand je parlais de l'avenir du camp souverainiste, je peux aussi rajouter qu'il y a énormément de jeunes. Ça, c'est très, très bien. C'est vrai, il y a toute une nouvelle vague. Absolument. Il faut juste qu'on les garde Oui. et qu'on arrive à leur parler, ce qui n'est pas toujours le cas. Après, il y a des gens comme Pierre-Yves Rougeron, par exemple. Il y en a d'autres, mais c'est vrai qu'il va falloir récupérer cette jeunesse ou les jeunes qui passent à la vie active, car c'est généralement quand ils vont commencer à travailler qui se créent finalement leur propre idée Ouais. politique et puis qui se rendent compte qu'entre, comme on dit souvent, entre la théorie et la pratique, il y a souvent une grande différence et c'est à nous d'avoir un discours qui nous permet de les récupérer à ce moment-là. Absolument. Et du coup, pour finir, est-ce que Emmanuel Macron finira son mandat? J'ai peur que oui, mais j'avoue être partagé sur cette question, parce que cet homme a généré tellement de haine pendant 5 ans que c'est pas impossible qu'on ait un mouvement social 10 fois supérieur à ce qu'on a pu connaître pendant ce premier quinquennat. Est-ce que Emmanuel Macron finira son mandat? J'espère que non, parce que s'il le finit, je ne sais pas ce qui restera de la France, pas grand-chose. On espère que la France sera toujours là. La France sera toujours là, mais on espère qu'elle sera toujours dans un état convenable pour la récupérer. En tout cas, nous, on va tout faire évidemment pour que ce quinquennat, son mandat ne dure pas 5 ans. Je pense que c'est possible. Et très honnêtement, je pense que c'est possible et en tout cas, c'est souhaitable. Bah, écoute, ça sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Je te remercie une nouvelle fois d'avoir répondu à cette interview. En tout cas, gardez espoir, hein, voilà le mot qu'on pourrait dire à tous ceux qui nous regardent, gardez espoir. Le combat va être encore long, mais ne soyez pas défaitistes. Battez-vous et puis nous, en tout cas avec les Patriotes, dès qu'on va reprendre les mouvements et la rue, venez nous rejoindre. Même si vous n'êtes pas adhérent, peu importe. Mais ce qui va être important, c'est d'être unis face à lui et de combattre. Donc voilà, merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur Twitter et sur Instagram. Et en vous souhaitant une bonne journée.